Allez, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver, ou bon, pas vraiment, effectivement. Les temps ne sont pas à la célébration, on va pas se mentir. De toute façon, vous me connaissez, vous avez l'habitude. Ceci dit, comme toujours, moi, je me laisse pas vraiment emporter par les émotions, même si, bon, très sincèrement, c'est vrai que voir le marché crypto se faire démonter sur des bases aussi bancales que les attaques de la SEC sur différents projets. Évidemment que je trouve ça déplorable au niveau humain, mais je vous rappelle qu'il faut quand même toujours garder la tête froide. Quand il s'agit de trading, d'investissement, peu importe, à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, on ne peut pas se laisser emporter par ses émotions. En tout cas, c'est ce que moi je vous ai toujours appris à faire, c'est ce que je pratique moi de toute façon depuis des années aussi. J'ai appris à faire ça, dans la douleur aussi, comme tout le monde, j'ai fait des conneries au début, et effectivement aujourd'hui j'essaie de vous faire apprendre de mes erreurs passées, pour éviter que, en tout cas, si vous les reproduisiez, essayez d'en apprendre le plus vite possible. J'essaie, comme toujours, de vous faire gagner du temps. Je sais parfois que le processus ne peut être fait autrement que par l'échec et la douleur. L'essentiel, c'est par contre de ne pas répéter les erreurs. Bref, ceci dit, mis à part cette petite introduction, on va donc regarder des graphiques, d'accord? Oui, effectivement, le marché est catalysé. On va voir que ça se voit sur certains marchés, pas d'autres. On va voir que ça se voit sur certains time frames, pas d'autres. Il est clair et net que par rapport à tout ce que je vous ai distillé depuis les dernières semaines, mois, pour occuper un peu le vide juridique de ce bear market, j'ai pris un choix technique qui a été invalidé pour certains trades, notamment pour les trades spéculatifs, pas sur d'autres. Bref, on va essayer de faire un gros dépoussiérage. Bref, tout simplement, en fait, moi je me suis réveillé ce matin, je ne m'attendais pas à voir ça. Je suis rentré, je suis devant mes écrans, donc je fais ce que je fais à chaque fois. Quand le marché me surprend, je reprends mes analyses, je reviens sur des gros time frames. C'est ça que je vais vous faire partager. Bref, concrètement, qu'est-ce que je viens de faire là pendant les 2 heures qui viennent? Alors ça m'a pas pris 2 heures, je vous rassure, il faut autre chose entre temps. Mais voilà, bref, là j'ai un peu le temps d'essayer un enregistrement pour vous faire ça. Comme d'hab, c'est enregistré d'une fois, vous le savez, il n'y a pas de coupure, je retouche pas mes vidéos, je n'enlève pas, etc. Donc c'est du pur brut de décoffrage, il y en a que ça emmerde, il y en a qui aiment ça, en tout cas c'est la marque de fabrique de la maison, tout sort comme il est, donc vous en ferez, j'espère, bon usage. Allez, donc on y va, on commence sur les projets cœurs. Évidemment, je vais dans l'ordre de ce que moi je fais pour mon portefeuille. C'est pas pour vous dire il faut faire ça, c'est juste pour dire voilà la structure de comment on gère un déploiement de marché catalysé au-delà de certains niveaux techniques. Bref, comment on gère des invalidations, si ou non il faut les faire. Je le fais donc par rapport à mon portefeuille, comme d'hab, pour que ce ne soit pas un conseil en investissement. En fait, je ne fais que vous partager ma démarche de gestion. Et j'espère que vous en tirerez parti pour comprendre éventuellement ce que vous pourriez ou devriez faire sur vos propres portefeuilles. Évidemment, do your own research, et puis vous êtes évidemment libre de faire ce que vous voulez. J'espère que ça, c'est toujours clair. On est ici pour faire de l'éducation, pas du YouTubing, devenir millionnaire, etc. Ok ? Donc, allons-y. Vous connaissez la structure de mon portefeuille personnel qui a été mis dans l'ordre ici, hein, d'accord? Alors évidemment, ça a pas mal bougé, mais voilà. Donc, ce que vous avez en haut, c'est ceux sur lesquels j'ai la plus grosse exposition. Pour la transparence, je vous ai remis ça de mémoire sur Twitter tout à l'heure, donc pour qu'il y ait trace, voilà. Hein, donc ça, entre guillemets, c'est la structure de mon portefeuille. Donc vous voyez, je suis pas en train de chialer en mode j'ai tout perdu, etc. Mais bon, juste effectivement, c'est vrai que cette période de flou, elle n'est pas dans la dynamique de ce qu'on avait en 2021, 20, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu un changement de psychologie. Moi, le premier, hein, cette chute brutale dans laquelle, en fait, on est toujours sous l'égide. Si je devais faire l'analyse technique, en fait, de mon propre portefeuille, en soi, tout s'est passé ici, dans cette période de début d'année 2022, extrêmement violente. C'est ici que tout s'est un petit peu écrabouillé. Et depuis, on est dans cette phase de recovery qui, malheureusement, a énormément de mal pour l'instant à s'extraire par le haut. Autrement dit, attention à ce que ce ne soit pas consolidation. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis ouvert aussi à une invalidation. Il faut bien comprendre que je ne connais pas l'avenir. Il y a des forces très puissantes actuellement qui veulent détruire la crypto et elles ne s'en cachent même pas de toute façon. Elles peuvent le faire avec des méthodes plus ou moins conventionnelles, voire certaines à la limite de la légalité pour ma part. Mais encore une fois, tout ça, ça fait bouger les prix. Et la seule chose à laquelle vous, au niveau personnel, vous êtes effectivement impliqué, c'est au niveau des prix. N'oubliez jamais que si vous investissez, le prix, c'est une variable. Elle peut varier beaucoup, c'est pour ça qu'on appelle normalement l'investissement, et je reviendrai là-dessus sur ce qu'on appelle des time series, et comprendre que c'est peut-être ça l'invalidation qu'il va falloir soumettre aujourd'hui. Sur les portefeuilles, mais ça ne touche normalement pas les investissements. Je vous rappelle, si vous avez joué des investissements sur peu importe le token qu'il est, si vous avez investi dans ce bear market surprise, il faut donc attendre le redémarrage du bull market avant de faire quoi que ce soit. Il faut aussi évidemment se donner une limite temporelle. Je vous rappelle ce qu'on avait dit, vous ne pouvez pas vous cacher derrière
l'idée de toute façon, j'investis à long terme. Oui, mais long terme, quand, quoi? Quelles sont les références? À partir de quel moment tu définis que ta stratégie de long terme n'a pas fonctionné? Donc, je vous rappelle, si vous investissez sur des time series, il faut donner une limite à cette time series. Tout comme si vous faites un trade, il y a un stop loss vu qu'il y a une marge. D'accord? Vous ne pouvez pas perdre plus qu'un certain montant. Donc, ne pas oublier ça. D'accord? Quand on investit et qu'on se cache derrière le hodl ou je ne sais quelle connerie, il faut faire attention. D'accord? DCA, hodl, tous ces trucs-là. Si c'est repousser la gestion du risque en mode ouais, bon, je sais pas trop faire donc je m'en fous, ça c'est une connerie. Hein. Vraiment, c'est une énorme connerie. En revanche, par contre, donc se mettre sur une time-based theory, c'est de dire je ne maîtrise pas la composante temps, mais il y a des métriques qui devraient valoriser tel ou tel projet sur telle zone et je m'octroie X durée, une variable X de durée durant lequel ce scénario a une probabilité raisonnable de se produire. D'accord ? Évidemment, il y a toujours une norme d'invalidation de prix, c'est-à-dire que normalement tout biais spéculatif doit être supporté par une structure technique sous-jacente qui permet à tel ou tel actif d'obtenir ce niveau de valorisation. C'est-à-dire que passer un certain seuil, normalement, ça devient impossible. Moi, concrètement, comment ça se fait ? Je l'ai dit, je construis des modèles, puisque sur les cryptos, on a pour certaines beaucoup d'inflation. Je vous avais donné et partagé les grandes règles, si vous voulez, de ces modèles sur la partie Cosmos, qui est donc très très inflationniste sur les premières années, où là, évidemment, comme vous avez à la fois la demande qui varie et le supply, il faut faire attention, évidemment, à ces modèles de valorisation qui évoluent donc en fonction de la dilution du supply. C'était un modèle qui valait tout autant pour les projets comme Solana, Avalanche, etc., enfin, tous ceux qui avaient de très forts niveaux d'inflation, pendant les périodes concernées. Pour les autres, bon, ceux qui sont déjà relativement bien dilués, comme Ethereum, Bitcoin, voilà, il y a une inflation sous-jacente, mais elle était relativement faible. Bon, maintenant, on parle même de déflation sur Ethereum, mais ceci dit, voilà, on reste sur des chiffres d'inflation-déflation, on va dire une part du supply circulante qui est relativement stable. C'est donc une pure variable de demande qu'on a sur cela. Donc, je vous invite à commencer vos analyses sur celle-ci, c'est-à-dire si vous regardez des graphiques, essayez de regarder des graphiques sur lesquels le supply n'est pas dilué. Sinon, je vous avais invité à regarder des graphiques en market cap qui prennent donc en compte cette sous-jacente dilution. Voilà, donc ça, parenthèse refermée, on revient là-dessus. On sépare donc bien deux choses, le trading de l'investissement. Par rapport à mon portefeuille, pour ceux qui suivent les briefs hebdo et ou intraday, j'avais des positions spéculatives sur deux actifs, trois. Donc il y avait Ethereum, et 4, Chainlink, Atom, et un tout petit peu de Theta qui était rentré il y a quelques jours. Et bien concrètement, Theta, ça a été stoppé. Atom, ça a été stoppé. Chainlink, on n'en est pas trop loin. Voilà. Donc, c'est plus de dire Ethereum et Link sont encore dedans parce que pas encore invalidés. Et là, comme il s'agissait de trade, il y avait bien donc des effets de marge, des stop-loss et des invalidations et des pertes. Hein. Attention, je ne m'en cache pas, il n'y a pas de souci là-dedans. Des pertes de type spéculatif. Hein. Pour moi, un trade spéculatif, c'est jamais plus de 2% de perte si je me rate. Voilà, sur Atom, c'était full shot, je me pris 2% dans la gueule. Theta, c'était une très faible exposition, je crois de l'ordre de 0,5, peut-être un tout petit peu plus, mais rien de bien méchant. Tout ça, ça a été stoppé, donc c'était du cash en USDC, USDT, qui a été liquidé tout simplement parce que mal alloué. Voilà. Bon, ça arrive, ça fait partie du jeu, j'ai l'habitude, hein, c'est pas la première fois que je prends des stop-loss dans ma vie quand même. Et bon, ça fait toujours chier de se réveiller avec un stop-loss le matin, mais c'est surtout le signe que il va falloir revoir certains cas. Donc, là où il ne faut pas tout mélanger, c'est que par contre, donc un stop-loss spéculatif, ça ne veut pas dire « Ah mon Dieu, tout le reste, c'est la merde, il faut se barrer, etc. » Non, ça veut juste dire, par contre, ça vaut peut-être le coup de revoir les scénarios. Est-ce qu'il y en a qui ont été franchis sur des niveaux d'invalidation ? Oui, non, etc. Et c'est ça donc l'exercice que je vais vous partager aujourd'hui. Sur la partie investissement de mon portefeuille, est-ce qu'il faut ou non revoir certaines choses ? Et si oui, quoi ? Donc voilà la question à laquelle on va répondre. On démarre, comme on l'a dit, par les gros, grâce aux arguments que je vous ai partagés avant, c'est-à-dire l'analyse est plus rapide et succincte à faire puisqu'il n'y a pas à prendre en compte l'effet de dilution du supply. Ok ? Bon, on commence donc pour ma part dans l'ordre d'exposition de mon portefeuille. Vous pourriez tout à fait dire on fait par market cap et on commence par Bitcoin. Bon, de toute façon, Bitcoin et Ethereum, c'est un peu le même bateau. Donc ici, la seule chose qu'on va noter entre Bitcoin et Ethereum, c'est que la dominance s'offre à nouveau plus haut. Bravo les Bitcoin Maxi, mais encore une fois, calmez-vous les gars, le flipping est pratiquement inévitable à l'avenir, donc vous faites comme vous voulez. Maintenant, bon, évidemment, tout le monde y va bon train de son FUD. La SEC va essayer d'attaquer Ethereum, etc. Donc Bitcoin is king, puisqu'en attendant, c'est le seul qui est non attaqué par ces pressions réglementaires.
Je vais même aller à l'essentiel, d'accord? On pourrait discuter pendant des heures de ce truc-là. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est juste légal, hein? Pour ma part, ce que fait la SEC, c'est illégal. De toute façon, l'avenir tranchera de tout ça. Donc c'est une période, c'est-à-dire on est dans un élément temporel qui malheureusement invalide tous les scénarios spéculatifs qui étaient dans l'autre sens, hein, ça c'est normal. Est-ce que ça change pour moi quoi que ce soit? Non. Pour la notion d'investissement, j'ai toujours dit, moi j'ai un rationnel qui se met à peu près autour du mois de mai, qui n'a rien à voir avec le prochain halving, mais qui a plutôt à voir avec mes notions d'investissement cyclique, tout ce que j'appelle souvent donc time series et time-based series. Ici la référence est toujours la même, je vais aller vous chercher le modèle. Voilà, normalement, de toute façon, je pense que vous êtes familier avec celui-ci. Donc moi, pour mes time series, je suis ce truc-là. Donc on est actuellement dans un cycle de confiance économique, donc normalement plutôt favorable au marché, qui se terminera mi-2024, enfin au premier tiers 2024, et il est basé sur le boom des commodities. Voilà pourquoi, pour moi, les cryptos faisaient partie de ce secteur commodities. Bitcoin, Ethereum, pour moi, sont des commodities. Atom en est une aussi, mais pour l'instant, la SEC tente à ne pas être d'accord avec ça. Je vous le dis encore une fois, l'avenir tranchera. Hein. Je n'ai aucune compétence légitime dans le domaine légal, mais je peux juste vous dire qu'il suffit de lire en fait le papier pour voir que c'est absolument irrecevable par un tribunal. Donc je serais bien mort de rire de voir la SEC porter plainte contre Cosmos. Parce que je ne sais pas trop à qui ils iraient porter plainte. Bref, c'est franchement une belle connerie. Donc bon, en attendant, c'est FUD 3000, donc volatilité, etc. Maintenant, donc, comme on voit, d'un point de vue dynamique de moyen terme, déjà il faudra une clôture hebdomadaire sur le ratio Bitcoin-Ethereum pour changer la direction. Moi, vous connaissez la biais de mon portefeuille, c'est clairement en faveur d'Ethereum par rapport à Bitcoin. J'en ai 3 fois plus que Bitcoin en termes de montant. Peut-être pas 3, mais on va dire j'ai 40% d'Ethereum, 15% de Bitcoin. Hein. Et puis à la base, c'était 40-10. Mais effectivement, la surperformance relative de Bitcoin depuis quelques mois fait que Bitcoin est remonté à 15 et je maintiens Ethereum à 40. Donc voilà un peu le truc. Donc c'est plus de dire pour l'instant, moi j'ai une surperformance Bitcoin, mais je ne touche pas à Bitcoin. Pourquoi? J'ai toujours dit je ne ferai pas d'arbitrage sur Bitcoin parce que tout ce que j'ai mis dans Bitcoin, c'est en self-custody à la banque et je n'y touche pas en fait. C'est sur une clé séparée. Et pour moi, Bitcoin, c'est in et jamais out. Bitcoin est une assurance contre l'effondrement du système financier, pour ma part, et ce monde très dystopique dans lequel on pourrait vivre si tout était Bitcoin, d'accord? Puisque je vous rappelle, si on vit dans un monde Bitcoin, juste très très simplement, imaginez-vous ça, ça veut dire que tous les États sont morts, puisqu'ils n'arrivent plus du coup à maintenir leur pression sur la devise. Bref, ils n'arrivent plus donc à maintenir leur contrôle social sur la population. C'est donc quand même un monde assez merdique. Ça veut dire donc un monde sans foi ni loi dans lequel régissent seuls ceux qui détiennent des bitcoins, régissent seuls ceux qui détiennent beaucoup de bitcoins. Puisqu'ils peuvent donc asservir toute la population avec leur bitcoin. Comme bitcoin est en plus de ça non inflationniste ou très peu inflationniste, concrètement on vit dans un monde où les mineurs sont les seuls à décider où va le nouvel argent et le reste du monde souffre dramatiquement de ce changement monétaire. Je vous rappelle que les bitcoin maxi nous vendent le fait qu'un seul monde tenable c'est un monde sur bitcoin. S'ils se réveillaient un petit matin quand même ils se rendraient compte que personne n'a vraiment envie de vivre dans un monde pareil. Donc, petite parenthèse refermée, maintenant Bitcoin, moi c'est mon assurance contre la possibilité éventuelle que ce monde arrive. Hein. Et dans ce cas-là, je vais avoir suffisamment de Bitcoin pour pouvoir garder une seule chose, ma liberté. Donc c'est plutôt une assurance, d'accord? Maintenant, à vous de voir si vous voulez devenir très très fort et dominant dans ce futur monde Bitcoin, eh bien ça dépend évidemment, que je vous dis, de votre psychologie. En gestion, si c'est ça votre but dans la vie, effectivement, planifier l'effondrement du système financier, acheter un maximum de Bitcoin et vous serez effectivement très puissant dans ce nouveau monde en Bitcoin. Sinon, si vous êtes une personne normalement constituée et que vous n'avez pas trop de biais cognitifs, vous comprenez que c'est possible, plausible et qu'il faut simplement une assurance contre cela. Voilà, donc pour ma part, j'ai toujours eu cette théorie de dire tout le monde doit avoir du Bitcoin aujourd'hui, mais vous ne devez certainement pas vous limiter de votre capacité à vivre aujourd'hui pour cet hypothétique futur Bitcoin. Autrement dit, il ne faut pas dépenser l'argent dont vous avez besoin pour acheter du Bitcoin, et si vous n'avez pas de l'argent en épargne, ça ne sert à rien, d'accord? Donc on prend une partie de son épargne en Bitcoin. Combien? Pour moi, au-dessus de 15% de son épargne en Bitcoin, il faut avoir un problème au cerveau. Ça veut dire que vous estimez qu'il y a plus de 15% de chances qu'un scénario dramatique se produise. Ça me paraît quand même, encore une fois, peut-être qu'une séance de psy pour essayer de comprendre pourquoi vous raisonnez comme ça vous fera plus d'usage que d'aller mettre 15% de votre portefeuille en Bitcoin. Deuxièmement, c'est une question de montant. C'est de dire, si vous prenez 21 millions de Bitcoin et que vous les divisez
par la population, que vous prenez une distribution en loi de Pareto, c'est-à-dire que 80% des richesses sont détenues par 20% des gens, vous comprenez en soi que sans vous faire ici toutes les maths derrière, en fait, à partir du moment où vous avez 0,05 Bitcoin, vous serez au-dessus de la moyenne de la population. Donc en fait, vous voyez que ça ne nécessite pas franchement d'aller mettre des montagnes d'argent dans Bitcoin. Donc voilà, j'ai envie de dire, tout ce que vous avez par personne au-dessus de 0,05 Bitcoin, je dis ici comme ça, vous êtes une famille de 4 personnes, ok, théoriquement, avec 0,2 Bitcoin, vous assurez largement un super bon niveau de vie dans un monde dystopique full Bitcoin pour toute votre famille. Bon, voilà. C'est quand même pas non plus énorme. Donc, comme je vous dis, il faut quand même essayer de rester rationnel. Donc, essayez de comprendre qu'avec 0,2 Bitcoin à 4 personnes, vous vivrez très très bien dans ce hypothétique monde Bitcoin. Et pour ma part, ça ne doit en aucun cas dépasser 15% de votre capacité d'épargne. On a bien dit, l'épargne, c'est tout l'argent dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui. Ok, faut quand même pas vous empêcher de bouffer aujourd'hui pour votre hypothétique effondrisme du monde qui va vivre sous Bitcoin demain. Non, il y a très peu de chances que ça se produise. C'est possible, hein, d'accord. Pour ma part, c'est plutôt quelque chose qui va se produire sur une longue durée. Et dans ce cas-là, autant acheter l'assurance pas chère, mais de là, je dis souvent, spéculer sur l'effondrement, etc., attention souvent au biais cognitif. Moi, j'ai un peu coutume de dire, voilà, si vous dépassez 15% de Bitcoin dans votre épargne, c'est probablement que vous avez un biais cognitif. Voilà, après, c'est mon avis. Vous pouvez diverger et ne pas être d'accord. Là, encore une fois, je ne vous traite pas de timbré, je dis juste qu'à mon avis, il y a un problème sous-jacent que vous gagneriez probablement à essayer de résoudre plus qu'à le masquer derrière des Bitcoins. Voilà. Deuxièmement, donc Ethereum, là on est plutôt sur une sphère donc de croissance, on va rechercher de l'innovation, etc. Donc là c'est plus, pour ma part, plus intéressant dans un fameux cycle haussier. Donc Ethereum, sa time series, c'est 2024, puisque j'ai dit, moi je suis basé sur cet investissement time series. En plus, cette time series est définie par une autre personne, là, attention, on parle de monsieur Armstrong, il peut tout à fait se planter, mais lui, il pense que ce cycle, et je suis plutôt d'accord avec lui, sera basé sur une explosion des commodités. Bon, pour moi, Ethereum, c'est clairement une commodité pour tout son écosystème, reste encore à la SEC d'arrêter de nous casser les couilles à ce niveau-là, mais je vous dis, c'est qu'une question de réglementation. Pour moi, ici, je fais l'assumption, et je me tromperai peut-être, et dans ce cas-là, ce sera probablement la cause principale de l'invalidation qui pourrait venir en 2024, mais je pense tout simplement que la SEC n'a pas du tout juridiction sur les actifs qui sont décentralisés, comme le sont Ethereum, Atom, Chainlink, etc. Maintenant, tous les trucs hyper centralisés, la Solana, Vavax et compagnie, tout ça, évidemment, j'ai déjà soulevé ces problèmes sur le cycle précédent, et ces tokens-là, pour ma part, ne subissent que le juste courroux. Voilà, c'est de dire, il va falloir qu'elles se décentralisent ou qu'elles justifient d'une décentralisation suffisante pour passer sous l'égide de la CFTC. CFTC, qui est donc le deuxième gros corps d'instance de réglementation aux États-Unis. Donc il y avait SEC, CFTC. La différence, c'est que SEC, c'est tout ce qui est actifs financiers, securities. CFTC, c'est tout ce qui est commodité. Donc évidemment, aux États-Unis, la SEC, qui est dans cette espèce de vendetta crypto, on l'a dit, soutenue par cette cabale anti-crypto, donc le FATF, etc. Certains démocrates très anti-crypto. Bon, on va dire, mis à part cette cabale, qui est très bruyante, et qui soutient pieds et poings liés la Fed, la SEC, il y a tout un autre parti d'autres gens qui ne sont pas aussi radicaux ou qui ne sont pas d'accord ou qui s'opposent complètement à ces trucs-là, qui eux défendent une approche un petit peu plus rationnelle autour d'une disparité des pouvoirs entre la CFTC et la SEC. Et donc concrètement de définir une ligne qui permette de définir un niveau relatif de centralisation qui transforme donc l'actif en question non plus en security mais en commodity. Donc ça c'est la règle qui va arriver. Probablement d'ici le prochain trimestre, ça devrait être résolu, et une fois cette résolution, on aura normalement une frontière claire aux États-Unis qui permettra de différencier qui dépend de la CFTC et devra maintenir en lieu et place tous les éléments relatifs à cette décentralisation pour pouvoir rester sous l'égide de la CFTC. Tous ceux qui ne remplissent pas ces critères ou échouent à les maintenir dans le temps, repartiront sous l'égide de la SEC. SEC qui aujourd'hui joue simplement à grands coups de gourdin, mais encore une fois, c'est pas son rôle. Ça, c'est juste parce qu'on a politisé ce débat anti-crypto autour de la SEC et Gary Gensler, mais la réelle rôle de la SEC, c'est surtout de contraindre les opérateurs securities à fournir des garanties aux investisseurs. Concrètement, vous devez
publier des comptes rendus, etc., de proceeds, qu'est-ce que vous faites avec l'argent, etc. C'est tout à fait normal, en fait. Encore une fois, une entreprise qui émet des actions, elle a des contreparties juridiques à fournir à ses investisseurs. Or, là, concrètement, aujourd'hui, crypto, c'est n'importe quoi. On vous donne un white paper, un machin, un bidule, et on vous donne la possibilité d'acheter un token. La plupart du temps, ces tokens, je vous l'ai dit, ne valent rien. 95% de ces trucs vont à zéro. Et en plus de ça, je vous dis, ils s'affranchissent eux-mêmes des règles de disclosure qui sont en place légalement aux États-Unis. Donc, pour moi, est-ce qu'il y a plein de projets qui sont dans l'illégalité la plus totale? Oui, parce qu'ils sont centralisés. Est-ce qu'il y a tout un tas de projets qui sont dans un flou juridique en attente de réglementation, comme les Atom, Ethereum, et tout ça? Oui. En fait, ceux qui vont être définis comme securities, ils sont, d'accord, dans la loi, puisqu'ils ne régissent pas du tout sous les règles de la SEC. Ils n'ont pas de compte-rendu à fournir, ils doivent juste justifier de leur décentralisation. Là où c'est concrètement gros full of shit au niveau des US, c'est que quand même la beauté d'une blockchain, c'est que c'est infalsifiable. Il suffit de regarder on-chain. Autrement dit, la décentralisation, elle se mesure de façon infalsifiable. Donc, c'est quand même là où c'est une hypocrisie totale en ce moment, parce qu'on est sous l'égide d'une politique qui est anti-crypto. D'accord ? Le président américain, il l'a ouvertement dit maintenant, il est anti-crypto et il soutient cette cabale anti-crypto, qui concrètement ne tient pas que des États-Unis, mais ce sont des intérêts économiques très alignés avec les États-Unis. FATF, BIS, etc. Tout ça, c'est un peu, on va dire, le chapeau économique des États-Unis sur le reste du monde. Bon, maintenant, je vous l'ai dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. La time series, pour ma part, c'est 2024. Ça veut dire, si en 2024, on est dans un monde qui est toujours gouverné par cette FATF, BIS, qui mène d'une main de fer toute la crypto et qui refuse d'octroyer le statut de commodité à certains actifs suffisamment décentralisés et qui continue cette régulation par l'enforcement de la SEC, de concrètement, je tape sur tout le monde et je vais tout démonter, bon, bah, concrètement, probablement que si les actifs que j'ai en portefeuille font tous partie de cette classe SEC, bah, concrètement, je vais probablement avoir un portefeuille qui ne va pas beaucoup briller. Hein. Et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a peut-être que Bitcoin qui est ouvertement reconnu comme une commodité, qui lui pourra éventuellement briller et tout seul. Hein, voilà. Mais encore une fois, Bitcoin n'est pas non plus un actif innovant. Je vous rappelle, Bitcoin, c'est justement, il doit servir à rien. Rappel du modèle que je vous avais mis. Je vais le chercher lui aussi. Hop, un rappel, l'économie digitale est en train de mimiquer l'économie traditionnelle classique en ayant donc différentes classes d'actifs et Bitcoin étant plutôt relatif au stockage de valeur, il doit effectivement rester sous cette forme-là avec ses caractéristiques primaires, très peu de transactions, très peu de cas d'utilité économique. D'accord ? Donc, ok pour mettre des ordinages et des conneries comme ça, mais encore une fois, Bitcoin doit surtout servir à pas grand-chose. C'est ça qui fait d'ailleurs sa force. Bon, petite parenthèse refermée. Donc, Bitcoin, je passe. Hein, encore une fois, pour moi, la time series Bitcoin, c'est peu importe le prix auquel vous payez Bitcoin, plus c'est bas, mieux c'est. Hein. Et c'est à peu près tout ce à quoi ça se limite pour ma part, Bitcoin. Hein. C'est tout ce que vous mettez dedans ne doit pas vraiment ressortir. C'est une assurance à long terme sur une transition économique qui pourrait éventuellement mettre près de 10 à 15 ans. Alors oui, il y a le fantasme de « je mets tout Bitcoin aujourd'hui parce que tout va se péter la gueule, c'est l'effondrisme, etc. » Bon, comme je vous le dis, c'est mon biais personnel, mais je pense que vous auriez plutôt besoin d'une séance de psy. Sans dire que vous êtes fou, hein, juste dire probablement que vous refoulez d'autres problèmes qui vous invitent à penser que l'effondrement de la civilisation est immédiat. Preuve en est, on est toujours là et on n'est pas encore en train de se taper sur la gueule à l'heure actuelle. Ça pourrait changer, hein, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Ethereum, donc, time-based theory, attention pour ma part, donc à partir de mars 2024 jusqu'à, on va dire, toujours plus ou moins 3 mois sur les bases de time series, il faut quand même être relativement pas trop rigide. Donc voilà, on va dire pour ma part, si mi-2024, Ethereum c'est toujours par là, bah, concrètement, ça c'est le scénario du zéro clarté, la FATF continue de nous casser le truc là, etc. Quels sont les objectifs que j'ai sur ma time series? C'est toujours les mêmes zones pour moi, donc c'est des extensions qui se situent au-dessus des 8-9 000 $. Évidemment, ça peut aller plus loin puisqu'ici, tout est ouvert sur des vaccins étendus à des excès. La structure vaccin étendu consiste à contenir les prix sur l'overlap du sommet précédent après l'échec de 2 installations de tendance. Concrètement, on a des mouvements tendanciels qui passent de haussier à baissier. Il n'y a pas derrière de suivi de tendance, pullback, excès final, comme une structure classique. Donc là, on est vraiment dans ce cas de figure-là sur Ethereum. Je l'avais dit, redit, on ne va pas le refaire 20 fois. Hein. Donc tant qu'on maintient les prix au-dessus de cette zone-là, il n'y a pas d'effet de supply sur Ethereum, donc vous pouvez regarder le graphique. Donc ici, il s'agit simplement de se dire, voilà, si Ethereum reste par là, pour moi, tant qu'il reste par là, je pourrais éventuellement constituer une forme d'invalidation temporelle autour du milieu de l'année prochaine. C'est-à-dire, si on est toujours là, ma time series
series étant en expiration, c'est-à-dire j'ai donné quand même, moi étant rentré sur Ethereum depuis 2019-2020, j'aurais quand même laissé passer 4-5 ans et concrètement il ne se sera pas passé grand-chose. Donc c'est plus de dire ici j'aurai un choix. Est-ce que je décide de sortir des capitaux pour les octroyer ailleurs? Je vous rappelle que l'épargne, elle doit être investie. Hein. Si vous gardez votre épargne en fiat, c'est que concrètement, vous pensez là encore que le monde va être déflationniste. Hein. Ceux qui reviennent aujourd'hui en dollars et en machin, c'est que vous pensez que concrètement, tous les actifs vont se péter la gueule, la masse monétaire en dollars va s'écrouler et que donc, avoir ces dollars rares, c'est le meilleur choix rationnel. Bon, c'est encore une fois un choix que vous pouvez assumer. Moi, je ne prends pas pour l'instant la déflation en cause. Je garde un peu de cash au cas où, comme une assurance, mais je garde moins de 5% de cash aujourd'hui dans l'environnement hyper inflationniste dans lequel on est. Voilà, bref, donc Ethereum, peut-être que je me tromperai, et si on vit dans un environnement très déflationniste à ce moment-là, peut-être que revenir sur des monnaies fiat, ce sera éventuellement une possibilité plus rationnelle. Donc voilà la première des gestions. Si on est toujours là, et qu'Ethereum n'est toujours pas reconnu comme une commodity d'ici là, et que, voilà, maintenant scénario numéro 2, si Ethereum est enfin reconnu comme une commodité, d'accord, alors n'attendez pas de Gary Gensler c'est une telle chose, hein, c'est pas lui qui va évidemment apporter ça, mais c'est plutôt l'autre partie. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une bataille rangée entre deux camps, hein, d'accord, deux camps qui sont séparés par une frontière très facilement visible aujourd'hui. Il y a ceux qui sont anti-crypto et ceux qui sont pro-crypto. Les pro-crypto se battent pour que ces frontières floues soient enfin dressées et qu'on puisse faire la différence entre commodities et securities. Et une fois que la frontière sera dressée, encore une fois, ceux qui seront côté commodities sont pour moi dans le cycle haussier, puisque je vous rappelle, pour moi, c'est jusqu'à 2024, cycle haussier, avec un boom sur les commodités. Pire, on l'avait dit, la vague 5 étendue est une structure qui est excessive et la plupart des excès sont constitués dans la phase finale du cycle. Donc, c'est pas tout à fait anormal pour ma part qu'Ethereum ne bouge pas trop. Par contre, il va falloir quand même qu'il se soit réveillé avant la fin de ce cycle. Je vous dis, si mi-2024, c'est toujours rien passé, je vais commencer à me poser les problèmes de revoir si le monde qui faisait partie du scénario est bien en train d'arriver ou si concrètement, c'est une pure invalidation, etc. etc. Ok ? Voilà donc pour la partie Ethereum. Pour moi, c'est tant qu'on maintient ces overlaps en clôture mensuelle, tant que la série temporelle n'est pas expirée, bon voilà, c'est patience. Et la variable d'ajustement pour l'instant, c'est clairement le manque de clarté quant à la classification en tant que commodities d'Ethereum. Voilà. De son côté, Atom, puisque bon, là encore une fois, je vais me faire lyncher, mais c'est toujours pareil. J'aimerais juste faire un petit commentaire. D'accord ? Quand même, quand on publie officiellement sur des réseaux ce qu'on fait, on ne peut en soi que perdre. Pourquoi ? Parce que en fait, quand vous faites quelque chose de bien et que vous avez raison, personne ne vous remercie. Dès que vous vous plantez, tout le monde vous tape sur la gueule. Donc concrètement, je vais vous dire une chose, il faut être complètement baisé du cerveau pour oser publier officiellement ce qu'on fait dans son trading, etc., etc. Donc, moi, je fais partie de ces gens timbrés, d'accord, qui font ça sans aucune contrepartie. Hein. Je ne suis pas payé par les vues sur YouTube. Quand je me fais démonter la gueule sur Twitter par les haters, c'est encore une fois, des fois psychologiquement et moralement dur, parce que ces gens-là attaquent toujours dans les moments les moins faciles. C'est pas un moment facile pour moi en ce moment, vous le savez, je publie beaucoup sur Cosmos, j'ai beaucoup d'affinités avec ce projet, peut-être un peu trop, et certains me le reprochent d'ailleurs assez souvent, ils n'ont pas forcément tort, hein, attention, mais voilà, il est clair que j'ai une certaine affinité avec Cosmos pour plusieurs raisons, parce que déjà d'une, Cosmos est un des rares sur lequel j'ai passé un peu plus de temps au-delà du simple biais technique, d'accord, à m'informer sur l'écosystème, sur sa structure, sur son fonctionnement, sur sa technicité, et je vous l'ai dit pour ceux qui le savent en plus, je suis même en train de me former au stack technique Cosmos, et j'ai des implications politiques dans l'écosystème. Donc, clairement, pour ma part, Cosmos n'est pas un investissement comme les autres. D'accord ? J'ai un peu plus de risques sur Cosmos parce que j'ai plus de connaissances. L'avenir dira si c'était un pur délire et qu'en vrai, je vais revenir sur du trading pur et j'aurais jamais dû m'aventurer à donner des affinités plus profondes à un investissement. D'accord ? Ou si concrètement, j'ai bien fait, et voilà. L'avenir dira, d'accord ? Comme je l'ai dit, il s'agit là encore de time series. Moi, je ne m'investis pas dans l'écosystème Cosmos à horizon 2 mois, d'accord ? Le fait d'avoir lancé des validateurs, de passer un temps fou bénévole, hein, encore une fois, je ne suis pas payé pour la plupart des cas. Bon, il n'y a que Citadel où je suis officiellement advisor, mais bon, encore une fois, ce n'est pas non plus des montagnes de cash qui me sont versées. Donc concrètement, par rapport au coût normalement horaire de mon temps de travail, c'est pratiquement bénévole, enfin c'est bénévole, quoi. Voilà, on va faire simple. Pour moi, c'est pas avec Cosmos que je gagne ma vie, hein, clairement. Donc on va faire simple, pour moi c'est du travail bénévole. Donc ce travail bénévole, que je dis, l'avenir dira si cet engagement que je fais depuis pratiquement plus d'1 an et que j'envisage de poursuivre là aussi jusqu'à mi-2024 a été oui ou non un bon choix.
Donc, mea culpa, ici, je ne peux pas faire autre que cette transparence de vous dire, oui, c'est clair que j'ai une implication chez Cosmos que je n'ai pas chez les autres, pour des raisons qui me sont propres, et j'ai essayé toujours de rester relativement objectif. Pour la partie trading, j'ai toujours été clair aussi. Désolé les gars, c'est pas que je chie le Cosmos parce que c'est le meilleur, c'est juste que pour moi c'était la meilleure situation graphique. J'ai déjà expliqué long et large et en travers pourquoi je pense que par rapport à des concurrents comme Solana et Avalanche, Atom est le seul qui a une situation technique capable de le ramener en ATH. Voilà, j'ai pas dit Cosmos va en ATH. Il y a toujours un risque, d'accord? Là, pareil. Moi, le risque que je fais, je dis sur Cosmos, c'est la même chose. J'ai démarré mes investissements Cosmos vers 2020 et je les tirerai jusqu'en 2024. Je vous l'ai dit, j'ai une part de mon portefeuille Cosmos que je ne revendrai de toute façon jamais, d'accord? Qui est comme Ethereum, d'accord, que je ne revendrai pas du tout de façon et qui va jusqu'au cycle de 2030. Mais il y a une partie moyen terme qui sera mise en jugement en mi-2024. Et là encore, celle-ci sera soumise également, de toute façon, à une potentielle invalidation, tout comme Ethereum. Ce choix que je fais, moi, et j'insiste bien là-dessus, c'est mon choix, n'est pas inhérent à des invalidations techniques. Vous savez que souvent, je prends des trades en marge sur Atom, et pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas été un grand succès. J'avais des trades en marge ici que, comme un débile, j'ai staké, donc j'ai pas pu les invalider. C'était la plus grosse erreur que j'ai pu faire d'ailleurs sur le cycle précédent, et je m'en suis pas caché. D'accord? J'avais des trades spéculatifs ici, et comme un malin, je les ai sortis de Nexo et je suis allé staker ces jetons. Staking égale blocking de 21 jours, ce qui fait qu'en l'espace de 3 semaines sur les invalidations ici, je me suis retrouvé avec mes jetons là, à 10 $, alors que mes invalidations auraient dû être déclenchées à 22. Bref, concrètement, j'allais pas déclencher des invalidations à 10 $. À 22, je l'aurais fait, à 10, non. Donc, je me suis retrouvé bloqué avec une surpondération de mon portefeuille en Cosmos, principalement à cause de cette raison. J'avais déjà une surpondération dans le portefeuille, mais en plus de ça, je me suis retrouvé du coup avec 10-15% de mon portefeuille Cosmos à cause de ces invalidations-là. Pire, du coup, dans ce bottom, au lieu de détruire ma thèse Cosmos, plus j'ai fouillé, plus je me suis rendu compte que, désolé les gars, pour moi c'est sûr, à près de 80%, je vois difficilement quel autre écosystème va réussir à s'imposer, étant donné toutes les contraintes qu'imposent les autres écosystèmes. D'accord? Chez Cosmos, il y a zéro contrainte, le stack est open source et tout le monde peut se servir. Donc concrètement, à partir du moment où la technologie est bonne, ce qui est franchement le cas en plus, il y a peu de chances que l'adoption n'y aille pas. Cette adoption, pire, je vous le dis, je la vois de l'intérieur et avec des métriques rationnelles. Donc, pour moi, tout est là pour soutenir ma thèse Cosmos. À tel point, je vous le dis, que malgré la pression psychologique de ce bear market et tous mes échecs spéculatifs, puisque je vous rappelle, donc là, je viens de me manger un stop loss en margin, ce qui veut donc dire que pour ma part, la notion de série temporelle de court terme, la spéculation, le trading, c'est pas bon. Je suis pas dans le bon train, c'est pas le bon tempo. On est en bear market et puis il y a l'autre connard qui vient taper sur mon joujou. Bon, maintenant, c'est concrètement de dire, pour moi, il a tort, mais total. Je veux dire, de tous les L1 qui existent, Cosmos est le plus décentralisé de tous. Donc, déjà d'une, parce que, alors là, on parle de Atom, d'accord? L'écosystème Cosmos, il est clairement très décentralisé. Beaucoup plus que ne le sont les autres, puisqu'il n'y a pas de lien de causalité qui relie au jeton AVAX ou au jeton Solana, d'accord? Chacun a son propre token, déploie comme il veut, etc. Donc là, on parle de Atom. Donc, Atom, comme je vous l'ai dit, vision des émissions précédentes où j'avais en toute transparence dit attention, Cosmos, l'écosystème est en pleine mutation, Atom est en plein choix, est en pleine réadaptation par rapport à ces changements de l'écosystème. Atom a un défi devant lui, il va devoir réussir à transitionner d'un modèle non régulé à un modèle régulé d'interchain security. Bon, désolé, pour moi, l'interchain security, elle est sortie. On a aujourd'hui la première chaîne qui fonctionne dessus. On a des accords économiques pour pratiquement 7 à 8 autres chaînes qui vont se lancer. L'interchain security fonctionne, d'accord? Pour ma part, je n'y vois ici qu'une seule chose, le même FUD de merde qu'Ethereum en 2019. Concrètement, Ethereum en 2019, ça venait d'éclater, les ICO, machin. Bon, au final, Ethereum, ça fonctionne pas, etc. Il y avait des bugs, encore aussi à l'époque, des mises à jour qui tardaient, etc. Bref, je n'y vois ni plus ni moins, pour ma part, que le même écosystème qu'Ethereum, il y a de ça 3 à 4 ans, en 2019. Tout le monde tape dessus, c'est pas bien, ça va pas marcher, etc. Alors que bon, pour ma part, d'une part graphiquement, c'est très très bien orienté. Et ce que j'ai vu là ces 2 derniers jours me fait effectivement pas plaisir puisque ça mange des invalidations de trades spéculatifs, des stop loss, et c'est jamais plaisant. Est-ce que ça change quoi que ce soit sur ma thèse de moyen terme? Non. Voilà. Certains diront tout de suite « Ah, mais il est biaisé, il comprend rien, le type, c'est pas possible. » Non, en fait, mon graphique, il est clair, moi. Maintenant, soit on va là, on va clairement ici chercher le canal de tendance, donc c'est 3 $ l'atome. Pour ma part, on n'aura pas de capacité de se relever de ça. On peut y aller. Moi, encore une fois, est-ce que je vais invalider Atom à 3 $? Non. Est-ce que je vais m'endetter pour en acheter plus? Non. C'est juste, désolé, moi, ma thèse, c'est
ok, je les ai payés plus cher. Je crois en toute transparence que je dois avoir un prix de revient moyen entre 10 et 12 sur Atom, notamment dû au maire de là-haut. Hein. C'est à cause de ça que j'ai un prix relativement élevé. Pour la transparence, je vous donnerai peut-être le chiffre officiel sur Twitter. Là, je ne l'ai pas en tête, mais je crois que c'est à peu près par là. Donc concrètement, ça va être de dire, est-ce que là, oui, éventuellement, j'ai envie de remettre un peu de cash pour abaisser mon prix de revient? Peut-être, mais encore une fois, c'est pas garanti. Et pour l'instant, déjà, j'ai plus trop de cash à disponible. Pour moi, j'ai déjà réinvesti une bonne partie de mon cash sur ces bottoms. Pas sur Atom, hein, sur Atom, Ethereum, Bitcoin, Link, etc. Donc voilà un peu le biais. Pour moi, c'est de dire, maintenant, soit la direction est claire, ce que vient de lancer Gary, c'est effectivement Atom sera classifié par la SEC et du coup, il va y avoir donc une lawsuit, des dépenses, plus une amende, et ça va probablement tuer le projet. Ce qui ne tuera pas l'écosystème Cosmos, hein, qui survivra tout à fait sans un hub de sécurité. Dans ce cas-là, la seule survie de l'écosystème Cosmos sera basée sur la réussite du déploiement de l'Interchain Security V3, c'est-à-dire le Mesh Security, qui est la seule solution de survie alternative pour réussir à avoir des niveaux suffisants de sécurité dans l'écosystème Cosmos sans Atom, qui aujourd'hui remplit ce rôle via l'Interchain Security. Pour l'instant, seulement V1, puisqu'on l'a dit, aujourd'hui, il faut louer tout le set de Cosmos, ce qui fait que donc il y a quelques projets qui prennent ce chemin, mais la plupart des autres projets doivent encore assurer leur propre sécurité. Demain, il y aura l'Interchain Security V2, ce qui fait qu'Atom pourra louer de la sécurité à la demande à des projets qui ne nécessitent pas nécessairement d'avoir un alignement économique et politique avec le Cosmos Hub. Dans ce cas-là, l'arrangement est fait au niveau des validateurs, qui, pour certains, prendront probablement des rôles apolitiques, comme c'est le cas de ProDelegators. Donc voilà, entre guillemets, comment, pour ma part, l'écosystème Cosmos va se structurer. Donc, en aucun cas, ce système ne peut correspondre à une commodité, à une security. Pour moi, c'est une pure commodité. Hein. Atom assure un niveau relatif de sécurité à la demande pour ses participants. L'écosystème Cosmos existe, Atom existe, mais Atom n'est absolument pas l'Interchain Foundation. Atom, c'est tous ses validateurs, c'est aussi l'Interchain Foundation, c'est aussi l'accélérateur DAO. Bref, concrètement, il y a beaucoup de gens qui participent à cet écosystème. Où va se situer la frontière qui fera de cet écosystème une commodité ou pas? À mon avis, j'ai peu à parier à me tromper en disant que Atom est une commodité. En tout cas, si Atom n'est pas une commodité, toutes les autres Layer 1 ne le sont pas. Chainlink non plus. Personne. Okay, personne ne pourra définir le statut de commodité si Atom ne le fait pas. Il n'y aura que Ethereum qui est peut-être plus décentralisé parce que plus vieux. Et ça, on l'avait déjà dit, et je vais revenir là-dessus, puisque c'est un élément essentiel des séries temporelles. La décentralisation, elle est toujours très faible dans les premiers âges, parce que justement, il faut lancer un token, etc. C'est à ça que s'attaque aujourd'hui la SEC, et la SEC, je trouve que parmi toutes les plaintes qu'elle a mises, il n'y en a pour moi qu'une qui sort du lot, c'est celle d'Atom. Je pense que celle de Cardano est aussi injustifiée. Maintenant, celle sur Solana est totalement justifiée. Je suis toujours mort de rire qu'il n'y en ait pas sur Avalanche, mais bon, bref. Encore une fois, il y a des copains dans l'histoire. Bref, voilà. Donc, pour ma part, il y a des modèles aujourd'hui qui sont effectivement en risque d'être classifiés comme securities. Maintenant, derrière, comme on l'a dit, ça ne veut pas dire qu'elles vont mourir, ça veut juste dire qu'elles vont avoir des coûts infrastructurels supérieurs parce qu'il va falloir rendre des comptes aux régulateurs et aux investisseurs. Et ceux qui le feront seront des securities et des commodities en devenir. Puisque pour moi, l'objectif de toutes les cryptos, c'est de devenir des commodités. Donc, elles vont devoir se décentraliser au fur et à mesure. Je ne dis donc pas qu'Avax va mourir et Solana va mourir, je dis juste qu'elles vont devoir activement travailler à passer le cap de la commodité. Pour ma part, aujourd'hui, ceux qui ont déjà ce statut, maintenant, c'est mon propre jugé, hein, d'accord, Ethereum, Atom, Bitcoin, Chainlink. Voilà, on va pas faire ça plus simple. Évidemment, Monero, c'est pareil, hein, puisqu'il y a des core dev qui peuvent être identifiés, mais concrètement, à partir de là, Monero fonctionnera très bien sans ces personnes-là. Tu peux essayer de poursuivre la Monero Foundation. Là encore, on n'est pas sur de l'innovation. Tu peux couper tous ces gens-là du protocole, il continuera de fonctionner. C'est la beauté des protocoles open source. Voilà. Et les mineurs de Monero étant donc inconnus au bataillon, je leur souhaite bien du courage pour ne pas classifier Monero comme une commodité. Mais bien évidemment, comme là il s'agit de vie privée et que dans le monde dans lequel nous vivons, la vie privée est synonyme de terrorisme. Bref, vous êtes un terroriste, donc jamais on ne classifiera ça comme une commodité. Le droit à la vie privée, même s'il est inscrit dans la Constitution américaine, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Mais c'est un autre débat. Donc voilà un peu le paradigme. Monero, je vous l'avais dit, pour moi, c'est de toute façon une assurance contre ce monde en Bitcoin. Donc, il faut avoir évidemment très peu de Monero dans un portefeuille. Pour moi, là, ici, c'est si vous avez plus de 2% de votre épargne dans Monero, il y a un énorme problème, là encore. Qu'est-ce que vous faites? Voilà.
Theta, je l'avais dit, c'était un choix particulier personnel qui est clairement en train de se faire invalider aussi. Ça fait de nouveau plus bas, hein, donc pour ma part, Theta, c'est pas bon. C'est un biais spéculatif, donc je vais probablement changer ma direction là-dessus. Maintenant, j'ai pris un engagement temporel, pareil, hein, mon investissement sur Theta a été déplacé, vu qu'il était en noir, sur mi-2024, mais concrètement ici, le biais technique d'un nouveau plus bas n'est absolument pas bon, ça ne va pas du tout dans la direction escomptée, donc je me dirige là encore vers des invalidations potentielles mi-2024 sur Theta. Je n'en jugerai pas maintenant, j'avais des biais de trading spéculatif, eux ça a été un stop loss net, franc et sans bavure, mais pour la partie moyen terme, je ne change pas encore une fois un scénario de moyen terme. Maintenant concrètement, le nouveau plus bas ici, ça n'est pas du tout bon signe pour ce projet. Voilà. Tout ce que j'avais à vous dire. Donc, d'un point de vue technique maintenant, puisque donc, je vous dis, Atom, c'est lui probablement qui va vous intéresser le plus, donc je vais quand même essayer de répondre à ça. Donc là, c'est pareil. Pour moi, la cassure du bottom ici, c'est un signe évident potentiel d'invalidation. Si vous aviez regardé mes graphiques avant, vous auriez vu d'ailleurs que j'avais ici une alerte invalidation. Hein, d'accord, alerte qui a donc été déclenchée. Hein. Donc c'est plus de dire, moi sur ces zones-là, en fait, je ne suis pas favorable maintenant au biais technique qui a été pris par Atom. Maintenant, comme je l'ai dit, il s'agit aussi de prendre l'élément contextuel en compte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous amène là? Bon, c'est clairement Gary Gensler, ok, puisque donc tous ces produits il y a seulement quelques jours. Voilà la structure avec laquelle on y va. Je vous dis toujours, la valeur s'installe avec le temps. Donc là, c'est de dire, en fait, la semaine dernière, ça tradait au-dessus de 10 $. Là, on est à 7, d'accord? Donc on a perdu concrètement de la dernière zone de valeur tradée, hein, et qui avait été tradée d'ailleurs très longtemps. On est aujourd'hui en train de trader avec 30% de discount sur un catalyseur, pour ma part, plus que discutable, puisque je l'ai dit, je pense clairement qu'Atom a toutes les caractéristiques d'une commodité. Maintenant, comme il y a cette espèce de flou juridique et cette cabale anti-crypto qui tape partout pour essayer de tout casser, bon, encore une fois, vont-ils réussir ou échouer? Pour ma part, je n'en sais rien, je vous l'ai dit, ce sera basé sur la time series. Est-ce que j'aurais aimé acheter mes atomes que j'ai payés environ 12 $, 7,85 $? Franchement, oui, mais encore une fois, quels sont mes objectifs? Je les ai déjà donnés, pour moi ça trade au moins au-dessus de 90 voire 100 $ sur Atom. Et puis voilà, il y a forcément un risque. Celui qui pense que tu achètes tout en bas, tu sors tout en haut et t'es un génie, encore une fois, arrêtez de dire des conneries les gars. Ces gens-là, on sait tous que ce sont des menteurs. Et enfin pour la plupart, hein, il y a peut-être 2-3 exceptions qui sont des génies de l'investissement ou du trading, mais mis à part ça, tout un chacun, ces gars-là sur les réseaux qui se vendent d'acheter en bas et de vendre en haut, enfin d'acheter en bas et de vendre en haut, sont souvent les plus gros mythomanes du siècle. Hein. Donc il faut rester réaliste. Pour moi, est-ce qu'il y a une bonne gestion du risque à acheter quelque chose à 10 avec des raisons qui t'invitent à penser que ça va à 90, 100 et de pleurer quand c'est à 7? Non. Pour moi, c'est juste de la volatilité intrinsèque. Pour l'instant, donc, mis à part qu'il y a des niveaux d'invalidation technique qui ont été déclenchés, associés en plus de ça, donc je vous dis, il y a des stop-loss de positions spéculatives, c'est pas bon signe. Et effectivement, pour moi, pour le moral des investisseurs Atom, ça, ils vont le prendre comme moi je le prends. C'est un signe que ça ne se passe pas comme prévu. Qu'est-ce qui nous amène là? Notre ami Gary. Donc là, pour moi, il y a deux suites possibles. Soit Gary, c'est n'importe quoi, c'est encore une fois un effet catalyseur de court terme, une belle opportunité pour ceux qui parient sur la volatilité, mais c'est tout. Je pense que c'est ça. Donc moi, pour ma part, ça va être, on va attendre de voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. On est dans un contexte hebdomadaire, ce qui veut dire que pour moi, ce sont les clôtures de ce contexte qui m'interpellent, et donc la clôture mensuelle, la clôture du trimestre, la clôture trimestrielle qui aura lieu à fin juin. Donc pour moi, déjà, fin juin, il va falloir juger. Si fin juin, on est toujours là, sous ces niveaux d'invalidation, c'est plutôt mauvais signe. Maintenant, les contextes me disent aussi que la valeur baissière, elle est entre aujourd'hui 6 et 5 $. D'accord ? Donc, si on va chercher cette zone-là, concrètement, c'est pour moi le signe que le marché n'achète pas et ne supporte pas la thèse que pour moi, Atom est donc une commodité et qu'en plus de ça, son stack technique sera nécessaire et son niveau relatif de sécurité pour le Cosmos le transforme donc en cas de commodité très demandée en plus de ça. Je vous renvoie sur l'analyse qui a été faite par exemple sur Vanek avec laquelle je suis très aligné. Voilà. Sinon, l'autre cas de figure, c'est de dire ça c'est du flanc, on vient ici pour invalider ce biais-là, c'est-à-dire on vient tester une réaction de marché, mais si on la trouve, du coup on invalide le biais baissier, direction tout de suite 17 $. Ça veut dire là prendre 10 $ sur Atom. Donc attention encore une fois, si contre-pied il va être violent. Hein. Ça fait là concrètement une belle hausse. Donc comme je vous l'ai dit, plus derrière la hausse est grande, plus la probabilité que ça se produise est faible. Donc pour ma part, c'est ça le principal problème qui cause pour moi le franchissement de ces niveaux d'invalidation. C'est qu'on n'aurait pas dû aller là parce que maintenant pour remonter, il va falloir quelque chose d'assez peu probable. Il va falloir qu'un truc improbable se passe. Pas improbable, mais un truc pas probable, peu probable se passe. Pour ma part, je vous l'ai dit, ça ne dépend pas vraiment de moi. Je pense que l'élément qui pourrait nous ramener la hausse, c'est un élément d'invalidation de ce qui nous a mené ici. C'est-à-dire, il faut que soit Gary fasse marche arrière, sans me mouiller et sans être non plus capable de voir le futur, personne ne va
Gary va pas changer d'avis. Donc moi je vois 2 ou 3 scénarios plausibles. Soit c'est au sein de la SEC, il va y avoir des voix contrariantes qui vont mettre Gary à la porte, parce qu'il est quand même à la frontière de la légalité. Alors il est soutenu, comme je l'ai dit, par la belle cabale crypto de certains démocrates, plus des instances de gouvernance non élues. Donc on va voir un petit peu par rapport à ça. Donc si Gary perd ses soutiens et qu'il y a une forme de soulèvement au sein de la SEC, peut-être que Gary va sauter et que du coup on va invalider ces billets spéculatifs sur les prix. Le deuxième cas de figure, c'est qu'une force opposante, donc comme on l'a vu ici, les opposants à cette vendetta crypto sont connus, hein, certains républicains, plus tous les lobbies qui sont plus pro-crypto, plus évidemment certaines instances qui sont pour le fait de laisser ces cryptos. J'ai dit c'est surtout en Europe en soi qu'on est prêt à laisser un cadre juridique pour la crypto. Mais bon, aux États-Unis pour l'instant, c'est non, 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 on veut pas de ça. Chassez-les ces pauvres vélins. Donc tant qu'on restera dans cet état de fait-là et qu'on n'invalidera pas ça, donc je vous dis pour moi, attention, encore une fois, il peut y avoir ouverture d'un cadre juridique beaucoup plus favorable dans le reste du monde, ce qui ne favoriserait dans ce cas-là qu'une migration. Dans ce cas-là, là encore, la baisse de prix n'est que temporaire. L'activité va migrer puis reprendre. Dans ce cas-là, est-ce que vraiment il s'agit d'une invalidation? Peut-être pas. Ok? Donc pour ma part, il s'agit de dire pour l'instant les mouvements de prix sont impactants parce qu'ils vont chercher des niveaux qui maintenant nécessitent des invalidations et donc des rebonds très significatifs. Ok? Est-ce que j'en profiterai sur un plan spéculatif? Bon, vous connaissez moi ma stratégie, c'est de dire je connais pas l'avenir, je prends des risques et puis quand je me mange un stop loss, j'ai généralement pas tendance à retendre la même joue directement derrière. Donc c'est plutôt de dire je mange une invalidation, j'en tirerai les conséquences, je vais pas repartir tout de suite. Donc là, je vais forcément avoir toujours un temps de latence entre deux scénarios spéculatifs malgré une invalidation. Je vais pas revenir tout de suite sur le cheval de course après avoir pris une baffe. Voilà, c'est juste de dire, c'est pas grave, ça fait partie des trades spéculatifs, c'est la vie d'un trader, d'accepter de prendre des pertes, on ravale son ego, là, on se détend un petit peu. Maintenant, voilà, comme je vous le dis, pour toute la partie portefeuille, investissement que j'ai à la fois donc financier et moral du temps que j'investis à l'écosystème Cosmos, je n'invalide absolument pas ma thèse. Voilà, pour les raisons que je viens d'évoquer. Déjà parce qu'il faudra attendre la clôture trimestrielle, que si cette clôture trimestrielle devait se faire sous les 6 $, là je serais concrètement très très inquiet pour la suite du projet, clairement, et je remettrai en cause de toute façon mon engagement et mon investissement en juin 2024. C'est de toute façon l'engagement que j'ai fait. C'est constitué par des risques. Vous savez que j'ai pratiquement 20% de mon portefeuille en atomes. Là, concrètement, ça ferait très mal. Maintenant, encore une fois, est-ce que ça va à zéro? Non. J'ai dit, est-ce que ces trucs-là n'ont pas aucune valeur? C'est-à-dire, est-ce que mi-2024, Atom vaudra zéro? La réponse, c'est non. Non, 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 c'est pratiquement impossible. Donc, encore une fois, il n'y aura pas 20% de perte sur ce projet-là. C'est juste de dire, je vais invalider mon implication à moyen terme, je vais probablement me distancer de Cosmos si, à l'arrivée de la fin de mon cycle, mai 2024, j'ai pas de versement des tendances en cours. Voilà. C'est un peu, en fait, le même biais qu'Ethereum, comme je vous dis. À la différence près qu'effectivement, donc, chez Atom, j'ai une surpondération due à l'implication technique que j'ai de 2 facteurs. Le premier, c'est que j'ai des stop-loss qui n'ont pas pu être déclenchés et je vous ai dit et toujours dit que je gérerai mon risque sur ces positions quand on aura un rebond Atom, en prenant aussi en fait que si jamais je me plante et qu'en plus de ça, ce truc-là devait disparaître de façon dramatique, hein, concrètement le réseau s'arrête et du coup là, ça vaut vraiment zéro. C'est possible, plausible, mais pour ma part, c'est possible, mais pour ma part, absolument pas plausible. Voilà donc le biais dans lequel je suis. Si jamais l'histoire venait à se ramener vers ce scénario très peu probable, eh bien oui, je vais perdre 20%. Eh bien non, je m'en cacherai pas. Et oui, je serai toujours en train de trader derrière, parce que je vous rassure, c'est 20% de mon portefeuille crypto, qui n'est absolument pas toute mon épargne non plus. Donc, l'essentiel, j'essaie de vous faire comprendre ça, d'accord, c'est que moi, j'ai jamais fait ce biais-là de tout mettre mes œufs dans un même panier, etc. Malgré effectivement une implication émotionnelle due au temps que je consacre à cet écosystème un peu différente de ce que j'ai pu avoir sur les autres, en aucun cas, ce n'est un biais spéculatif. C'est-à-dire que, oui, évidemment, il y a des trades spéculatifs qui ont été invalidés. Maintenant, il y avait des situations techniques qui m'invitaient à prendre ces biais spéculatifs. Ça n'a rien à voir avec, je vous dis, l'engagement en investissement, c'est-à-dire le fait que ça, ce soit en noir et pas en gris, c'est moi qui l'ai choisi, ça ne regarde que moi, et c'était libre à vous de faire ce que vous vouliez et de choisir vos propres vainqueurs. Je vous l'ai toujours dit dans toutes les émissions, en toute transparence, d'accord? Je vous partage ce que moi je fais, parce qu'il me semble complètement illégitime de s'exprimer sur les réseaux au nom d'eux. D'accord? Donc moi, je m'exprime au nom de moi. J'exprime donc ce que je fais et les raisons qui m'amènent à le faire. Et je vous invite à apprendre des raisonnements que je commets, certainement pas de juste me copier bêtement.
Voilà. Bref, je voulais faire donc cette petite mise au point. Ça a pris un peu de temps, 48 minutes, mais ça me semble pas mal. Comme d'hab, il n'y a pas de coupure, donc il y a peut-être des parties un peu longues, un peu chiantes, mais en attendant, il me semble que c'est pas trop mal structuré. Donc, je m'en vais presser le bouton stop, vous mettre ça en ligne, et je vous souhaite un bon week-end. On reverra les situations techniques un petit peu plus tard, mais donc voilà, pour ma part, est-ce qu'il y a des invalidations? C'est potentiel, il faudra voir ça à la fin du mois. Est-ce que ce sera un stop-loss immédiat? Absolument pas, mais est-ce que ce seront des invalidations que je prendrai en compte dans ma gestion pour mi-2024? Clairement oui. Si les niveaux d'invalidation ont été franchis et clôturés, je pense que ça déclenchera pour moi des prises de profit ou de perte de toute façon en mai 2024. C'est-à-dire dans ce cas-là, je réduirai mon exposition à ces écosystèmes, peu importe le prix auquel on échangera ces tokens en 2024. Voilà, vous savez tout. Je ne m'étale pas plus. Bye bye.